Bonjour à tous, bienvenue à cet enregistrement de notre conférence sur le cloud computing, conférence qui est qui est faite suite à un projet d'école. Donc, je vais pouvoir vous présenter notre équipe, donc composée de 4 étudiants du CESI, donc moi-même, Paul Brouet, étudiant en 5e année au CESI, dans la branche informatique, et je me suis spécialisé dans le développement. Et aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur pour réaliser des solutions web pour certaines entreprises. Je vais laisser ensuite mes collègues se présenter. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Pierre Hamel, je suis également étudiant en 5e année au CESI. Donc je suis plus orienté sur la spécialité système et réseau et je suis actuellement en contrat de professionnalisation dans une ESN. Donc bonjour, moi c'est Maxime Mulder. Également comme Pierre et Paul, je suis un étudiant en informatique au CESI en 5e année. Moi je suis un étudiant actuellement en option Data Science et en fait je fais un double diplôme également au Canada avec une maîtrise informatique à l'UQAM à Montréal. Et bonjour, donc pour finir, Antoine Saval, donc pareil que mes collègues, étudiant au CESI en 5e année, spécialité en développement. Et à côté de ça, je suis auto-entrepreneur en développement web et en design. Donc, notre charmante équipe va vous présenter du coup sous différents points le cloud computing, donc avec une introduction, les caractéristiques du cloud, les types de cloud, les applications du cloud, la sécurité, les aspects et tous les aspects que peuvent engendrer le cloud, donc économique, sociétal, environnemental. Et ensuite, on va conclure. N'hésitez pas pendant la conférence à poser des questions dans le chat. On essaiera de d'y répondre en direct et si ce n'est pas possible, on essaiera d'y répondre en fin d'enregistrement. Donc, merci à tous et je vais laisser du coup maintenant Antoine Saval introduire le cloud computing. Bien, merci Paul. Donc pour débuter cette conférence, on va apporter une introduction par rapport au concept de cloud computing. Donc déjà expliquer qu'est-ce que signifie cloud computing, en quoi ça consiste. On va faire une petite parenthèse sur l'origine et l'histoire de ce concept. Et on va ensuite souligner l'importance d'Internet par rapport au cloud, en quoi ces deux sujets ont une très forte relation. Donc, pour commencer, en quoi consiste le cloud computing? Donc, c'est un simple argument marketing, une innovation, une technologie inconnue. Le cloud, c'est un mot qu'on retrouve énormément au quotidien, j'ai envie de dire, ces dernières années. C'est quelque chose qui tourne pas mal dans le milieu professionnel, mais aussi dans le milieu des particuliers, dans les publicités, etc. C'est vendu comme un argument plutôt bénéfique. Ça met en valeur, en tout cas, les technologies qui en bénéficient, mais qu'est-ce que ça veut dire au fond? En quoi signifie le cloud? Est-ce que c'est un concept qui est réservé au monde professionnel? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre aujourd'hui à travers cette conférence. Et du coup, pour commencer à introduire ce sujet, on va directement commencer par une définition du cloud computing, une définition un petit peu générale. Et pour ça, on va tout de suite voir la définition de Wikipédia. Qu'est-ce que nous apprend Wikipédia sur le cloud computing? Donc, on apprend que le cloud computing, ça correspond à l'accès à des services informatiques, donc des serveurs, du stockage, du réseau logiciel, via Internet, à partir d'un fournisseur ou plusieurs fournisseurs. Donc ce qui est important dans cette définition, c'est vraiment la notion déjà de fournisseur. Donc on a des fournisseurs qui fournissent des ressources, donc ici des ressources informatiques, par exemple du stockage, donc tout simplement étendre en fait le stockage de votre ordinateur, ou de la puissance, pour étendre la puissance de votre processeur par exemple. Et ces échanges entre le fournisseur et le consommateur, ça se passe avec un canal de communication, enfin un canal de transfert qui est Internet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cloud computing, avant d'être une innovation technologique, c'est avant tout un modèle économique, un nouveau modèle économique, un nouveau service, un nouveau un nouveau business, entre guillemets, qui a été mis en place suite aux besoins de certains consommateurs et que du coup des fournisseurs se sont alignés dessus pour proposer de nouveaux services. Le cloud computing, ça ne va pas innover grandement sur des technologies. C'est quelque chose qui repose sur de nombreuses technologies, vraiment de beaucoup de technologies. Elles sont pour la plupart existantes. Si on prend l'exemple d'Internet, tout simplement, Internet, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies
Et une structure de cloud computing, c'est pareil, ça va être reposé sur des serveurs, ça existe déjà depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment quelque chose qui repose surtout sur une innovation sur le point de vue du modèle économique. Donc maintenant, je vais vous proposer un exemple plus concret. Donc peut-être que cette définition ne vous a pas suffi, n'était peut-être pas assez claire. Donc je vais vous proposer un exemple et je pense qu'il va pas mal éclairer votre vision du cloud computing. Donc j'imagine que chez vous, vous utilisez tous des services pour vous fournir en eau, pour vous fournir en électricité ou en gaz, par exemple, pour la bonne raison que j'imagine que vous ne produisez pas votre propre eau, que vous ne purifiez pas l'eau, peut-être l'électricité, vous produisez peut-être votre électricité. Le gaz, par contre, ça m'étonnerait que vous produisiez aussi votre propre gaz. Et donc, pourquoi ? Parce que une infrastructure pour ce genre de choses serait trop coûteuse. Vous n'avez pas forcément les compétences et c'est trop complexe. Donc, vous faites appel à un service qui est proposé par un fournisseur. Donc, si on prend l'exemple sur ce schéma avec de l'eau, c'est Veolia qui va vous fournir de l'eau, qui va s'occuper du traitement de l'eau, etc., et qui va vous le fournir via des canalisations. Donc, c'est un service, le service de Veolia, comme EDF par exemple. Et simplement, figurez-vous que le cloud computing, c'est exactement le même service, c'est le même comportement, le même système. Donc, par exemple, si on prend Microsoft qui propose une solution cloud avec sa plateforme Azure, eh bien, Microsoft Azure sera le fournisseur ici à la place de Veolia. Et imaginons que vous avez un besoin de puissance de calcul, eh bien, Azure va vous fournir une ressource en puissance de calcul via Internet et directement jusqu'à chez vous. Donc pour les mêmes raisons que Veolia, parce que l'infrastructure serait peut-être trop coûteuse pour vous, vous n'avez pas les compétences, et du coup vous faites appel à Azure de la même manière qu'à Veolia, contre rémunération évidemment, pour bénéficier de ces ressources. Voilà en gros le cloud computing. Donc maintenant, on va un petit peu s'intéresser rapidement à l'origine et l'histoire du cloud computing. Donc, étant donné que le cloud repose sur de nombreuses technologies différentes, le cloud n'a en soi pas une histoire à proprement parler qui lui appartient. Il est dépendant de l'histoire des technologies qui le comportent. Donc, si vraiment on veut remonter le fil de l'histoire pour trouver quelque chose qui ressemble à du cloud aujourd'hui, ça va être les premiers ordinateurs centraux. Donc, à l'époque des premiers ordinateurs, tout simplement, c'était des ordinateurs de la taille d'une pièce. Et donc, forcément, il n'y avait que très peu d'ordinateurs par entreprise. Et ces ordinateurs étaient accessibles via plusieurs terminaux par les employés. Donc, ce n'était pas du temps réel, etc. Les accès à l'ordinateur se faisaient temps par temps. Mais c'est ce qui se rapproche le plus d'une base historique du cloud. On a ensuite, en 90, l'arrivée d'Internet, donc comme je l'ai dit, qui a été un levier pour créer les premiers services cloud. Donc avec Internet, on a eu les premiers langages web, on a eu tout l'écosystème web qu'on connaît aujourd'hui qui a commencé à débarquer. Dans les années 2000, les premiers services cloud qui sont arrivés, les premiers vrais fournisseurs qui proposaient des ressources informatiques via Internet. Et ce n'est qu'à partir de 2010 qu'on commence à voir des types de cloud qu'on va découvrir un peu plus tard et qui correspondent à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc par exemple, on peut citer Salesforce avec database.com qui fournissait le premier service de base de données via cloud. Et enfin, depuis 2015, on peut parler d'omniprésence du cloud. Alors, même si vous n'en avez pas forcément conscience, aujourd'hui, le cloud est omniprésent. Avec votre smartphone, votre PC, c'est très peu probable que, même sans vous en rendre compte, aucun de vos services ne soit connecté au cloud. Aujourd'hui, vous avez quasiment, pour la plupart, un contact avec le cloud via l'appareil que vous utilisez au quotidien. Et donc enfin, pour terminer cette introduction, on va faire un petit zoom sur Internet. Donc Internet, comme je l'ai dit, c'est un véritable levier qui a permis au cloud de devenir un élément central dans la numérisation des entreprises. Alors pourquoi ? Tout d'abord, sans Internet, on n'aurait tout simplement pas de cloud computing, mais c'est aussi que la plupart des types de cloud, en tout cas des services proposés par le cloud, sont grandement dépendants du débit Internet et de la latence. Du coup, Internet, selon l'évolution de la qualité du réseau en France, va permettre aux utilisateurs d'ouvrir des portes à certains services. Donc, et c'est quelque chose qu'on remarque. Donc là, suite au graphique suivant que vous pouvez voir à l'écran. S'il te plaît, Pierre. Merci. Donc là, par exemple, vous avez un graphique de l'évolution du débit Internet en France. Au fur et à mesure des années, on a un réseau Internet qui s'est énormément développé dans le cas de la France.
Et forcément, par exemple, si on prend un service cloud de stockage, il vous faut un débit minimum pour pouvoir utiliser le service de manière confortable. Vous voulez accéder à vos données dans un temps relativement correct, sinon le service n'aurait aucun sens. Et donc là, ce qu'on remarque, si on passe au graphique suivant, c'est que l'évolution du cloud, donc là, ce graphique qui représente le poids du marché en millions d'euros en France, on remarque que l'évolution du cloud a tendance à suivre aussi la courbe d'évolution du débit Internet, parce que plus le débit augmente, et plus on a de nouveaux services qui émergent, et donc plus de consommateurs sur le cloud. Pour finir sur cet exemple, on peut citer par exemple le dernier type de cloud en date, qui va être plutôt autour du gaming, donc pour les jeux vidéo, le cloud gaming, qui permet tout simplement de streamer le jeu vidéo, en tout cas d'exécuter le jeu vidéo sur le cloud en ligne. Et ce type de cloud n'existe que grâce à l'arrivée de la fibre en France, par exemple, parce qu'il a besoin d'un très fort débit. Donc c'est vraiment Internet avec le cloud, c'est vraiment un vrai levier pour que le cloud puisse se déployer et fonctionne correctement. Et l'évolution d'Internet au cours des années va forcément apporter de nouveaux types de cloud et des ressources qui seront bien plus lourdes encore. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des caractéristiques du cloud, donc notamment les composants principaux du cloud et du coup les caractéristiques. Donc tout d'abord, les composants principaux. Eh bien, il faut savoir qu'on a 3 composants principaux, dont certains que Antoine a tout simplement cités. Le premier, c'est tout simplement de la puissance de calcul. Donc ça permet de faire fonctionner en fait tous ces services, et c'est tout simplement de la ressource de type processeur que tous les ordinateurs utilisent aujourd'hui pour faire fonctionner ces applications. Du stockage, donc là ça peut être pour sauvegarder des données, de simples fichiers, d'énormes bases de données, et également pour le big data. Et enfin, toute la partie réseau, donc forcément pour la communication de manière globale entre les différentes entités du cloud, mais également de manière isolée, donc dans des espaces plus restreints pour chaque personne souscrivant un abonnement cloud puisse quand même utiliser son propre espace. Et il y a également aussi toute une partie réseau à gérer à ce niveau-là. Et ça a été possible, du coup, comme le précisait Antoine, cette évolution, enfin cet aspect accessibilité via le réseau, notamment grâce à l'évolution des flux et la vitesse des débits. Donc maintenant, regardons un petit peu côté caractéristiques que propose, quels sont vraiment les avantages d'utiliser du cloud. Eh bien, le premier avantage, c'est tout simplement l'accès à la demande. Donc peu importe l'endroit où on se trouve, du moment qu'on a une connexion Internet, on peut se connecter en fait à ces services cloud. Juste une simple connexion Internet suffit. C'est également de la haute disponibilité, donc tout simplement réduire au maximum le risque de coupure ou d'interruption de service, tout simplement grâce à la redondance de serveurs qui permet de répartir notamment la charge entre différents serveurs et éviter de saturer un seul serveur. On a, pardon, moi du coup on a les deux. On a également la tolérance à la panne qui permet tout simplement en cas de panne de composants, panne électrique, d'avoir en fait une continuité de service, tout simplement avec un deuxième serveur ou un autre serveur qui va prendre le relais sur le premier. Également le choix de la localisation des ressources, donc comme il existe plusieurs data centers à travers le monde, il est possible en fait de choisir là où on souhaite déployer ses ressources. On peut choisir de le déployer au plus près de chez soi ou au plus près de chez ses clients ou toute autre localisation que l'on souhaiterait. Maintenant, je vais vous parler de 3 grandes notions assez similaires mais importantes pour le cloud. La première qui est tout simplement l'élasticité, qui consiste tout simplement en l'augmentation ou la diminution de ressources de manière automatique. Donc si on prend l'exemple d'un site web qui se retrouve en période de solde, donc un site e-commerce qui aurait besoin, en fait, qui s'attend à énormément de monde sur son site, il va pouvoir utiliser l'élasticité pour augmenter en fait temporairement, de manière automatique, les ressources qui vont permettre en fait que tous les utilisateurs puissent accéder au site. Et une fois que cette partie de solde est terminée, en fait, les ressources allouées pour le site vont diminuer parce qu'il y a moins de fréquentation sur ce site web-là. Et tout ceci va se faire de manière automatique. On a également la notion de scalabilité ou évolutivité qui consiste en la même chose que l'élasticité, mais ceci se fait de manière manuellement. C'est la personne qui va allouer plus de ressources ou diminuer les ressources. Et enfin, l'agilité.
Donc là, c'est tout simplement en fait la capacité de réagir rapidement. Donc dès qu'on a besoin de nouvelles ressources, de nouveaux services ou autre chose, en fait, d'utiliser le cloud, ça va permettre de déployer tout ça très rapidement en quelques minutes et on a accès directement à son service. Et donc pour finir la partie caractéristique, nous allons voir 3 autres petites notions. Donc la première, la reprise d'activité. Donc tout simplement, en fait, des processus d'automatisation vont être mis en place au cas où son service primaire tombe, ou tout du moins n'est plus accessible à cause d'une panne ou autre souci. On va pouvoir reprendre directement son service, ou tout du moins relancer son service sur un autre data center distant, par exemple, et tout ça va se faire de manière automatique. Nous avons également la facturation à l'utilisation. Donc là, c'est tout simplement, on paye pour ce qu'on utilise. Et il existe même des moyens en fait, pour réduire encore plus sa facturation, qui consiste à, par exemple, éteindre automatiquement ses serveurs la nuit quand on ne s'en sert pas. Alors ça dépend de forcément son utilisation. Un site e-commerce ne fera pas forcément ça. Mais ça permettrait de gagner quelques euros sur sa facture. Il faut cependant faire attention, parce que la partie stockage sera quand même facturée, parce qu'on a quand même des données qui sont sauvegardées sur des disques. Et enfin, hop, est-ce que ça arrive? Oui, oh, non, pardon. Un peu trop loin. Ouais. La prédiction des coûts, pardon, qui consiste tout simplement à connaître en fait à l'avance sa facture à la fin du mois. Donc on va pouvoir savoir directement combien on va payer par rapport à ce qu'on utilise. Après, il faut prendre en considération que si on utilise des services type scalabilité ou élasticité, le coût va peut-être augmenter durant un mois ou diminuer parce qu'on aura augmenté ou diminué les ressources. Voilà pour cette partie. Bien, merci Pierre pour ces éclaircissements. Donc là maintenant on va passer sur les différents types de cloud. Donc là maintenant qu'on a eu toutes les caractéristiques du cloud, on a eu son historique, maintenant on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails, on va expliquer du coup les différents types de cloud et ensuite on va parler des applications de ce cloud dans la vie de tous les jours. Donc tout d'abord pour cette partie on va partir des principaux types. Donc on va partir du type le plus important et le plus omniprésent autour de nous, donc le cloud public, vu qu'il est accessible par tout le monde sur Internet. Tout le monde a la possibilité du coup d'accéder aux différents services directement sur Internet. On peut prendre beaucoup d'exemples comme tous les fournisseurs cloud tels que Amazon et Google qui nous donnent accès à beaucoup d'outils du cloud, tels que OneDrive ou même des boîtes mail, etc. Donc ensuite, on va passer au deuxième grand type, le cloud privé, donc là qui est accessible uniquement au sein d'une même entreprise ou d'une même organisation. Donc, on dit plus simplement d'un même réseau. Du coup, là, ça fait que on peut accéder du coup aux services cloud seulement dans le réseau restreint. Et voilà, donc ça permet du coup une sécurité du coup des données. Et justement, là, ça va faire la transition sur le troisième type de cloud, donc le cloud hybride, qui est en fait un couplage du coup des deux précédents clouds avec un cloud public pour tout ce qui concerne les données standards qui sont qui ne sont pas risquées à divulguer sur Internet. Et ensuite, on a le cloud privé pour tout ce qui est données sensibles et qui pourrait comporter un risque. Donc ensuite, après ces principaux types, il y a aussi des types de cloud mineurs, donc un peu moins connus, un peu plus spécifiques, et qui sont plus en rapport avec la structure du cloud, donc comment il est structuré, et moins sur l'accessibilité du cloud, comme je l'ai dit, comme on l'a vu dans les précédents types de cloud, qui sont plus axés sur l'accessibilité. Donc là, on va parler du premier cloud, le cloud communautaire. Donc c'est un type de cloud qui est en fait une collaboration entre différentes entités, différentes entreprises ou organisations, qui vont, on va dire, collaborer ensemble pour gérer, en fait, répartir tout le coût de ressources pour monter en fait un cloud communautaire. Donc chacun va, donc l'avantage de ce cloud, ça va être de répartir du coup les coûts. Et l'objectif en fait d'un cloud communautaire, c'est que ce soit plusieurs entités qui partagent le même but, le même objectif du coup, le même objectif de solution cloud. Donc ensuite, on va parler du cloud distribué. Donc c'est un cloud qui est assez simpliste, qui est assez général et qui est un peu moins spécifique que les autres. Où là, on parle de cloud qui est en fait plusieurs machines, mais qui sont réparties sur des sites différents. Donc
si on veut imager un peu la chose, c'est plusieurs data centers, mais qui sont reliés au même réseau. Donc voilà, c'est ça que veut dire le cloud distribué. Ensuite, on va parler du multi-cloud et du polycloud, donc qui sont deux clouds assez similaires. En fait, la différence principale entre les deux, c'est l'objectif, c'est l'intérêt en fait de comment en fait on met en place. Donc le multi-cloud en fait, ça va être un cloud qui combine plusieurs fournisseurs de services. Donc ça peut être Amazon couplé avec Google, avec d'autres fournisseurs de services. Et tout ça pour monter du coup un cloud. Et l'objectif du multi-cloud par rapport au polycloud, c'est que on cherche à ne pas avoir de dépendance face à un fournisseur précisément. Donc c'est de pouvoir être flexible et de pouvoir gérer son cloud de manière à être vraiment pas dépendant d'un autre. Donc ensuite, on va parler du polycloud, qui est lui un peu différent, qui est lui, son objectif, c'est pas du tout de ne pas être dépendant. Au contraire, on va être très vite dépendant des fournisseurs de cloud parce qu'on cherche à utiliser la spécificité de chacun des fournisseurs cloud. On veut utiliser la meilleure partie de chacun des fournisseurs cloud et l'utiliser dans le meilleur cas possible, le cas de figure possible. Et enfin, pour finir, en type de cloud mineur, on va parler du cloud HPC, qui est, j'ai plus l'acronyme malheureusement. Alors attendez, je vais peut-être le retrouver. Non, du coup, c'est que c'est un, voilà, c'est ça. C'est un cloud qui est spécifique à tout ce qui est calcul de haute performance. Du coup, il est dédié surtout aux recherches, aux recherches à grande échelle, mais aussi à tout ce qui est résolution de problèmes importants. Donc ensuite, on va du coup pouvoir passer aux applications du cloud computing. Donc là, on va parler du SAS, IaaS, pardon, j'ai oublié des A, SaaS, IaaS, PaaS, deuxième SaaS, et DaaS, etc. Donc qui sont en fait des services que le cloud computing va pouvoir proposer et qui ont chacun chacun va permettre à l'utilisateur de gérer plus ou moins de fonctionnalités pour d'être au plus simple ou d'être au contraire gérer un maximum de choses et gérer son cloud à sa manière. Ensuite, on va montrer un exemple sur le cloud par rapport au divertissement. Et enfin, on va parler des systèmes d'exploitation en rapport avec le cloud. Donc, tout d'abord, on va parler du cloud le plus important, qui est un peu l'essence même du cloud de base. Ça va être le cloud SaaS, qui est le Storage as a Service, et à ne pas confondre avec Software as a Service, qui sera un autre service l'on verra un peu plus tard. Donc, le Storage as a Service, c'est le stockage de données sur des serveurs. Donc, c'est assez simple à comprendre. Donc là, en fait, c'est typiquement notre OneDrive, en fait, où on va mettre tous nos fichiers qui vont être stockés qui vont être stockés sur des data centers autre part dans le monde, etc. Donc c'est un peu la notion de storage as a service. Ensuite, on va parler de infrastructure as a service, qui là pour le coup c'est la gestion des déploiements du serveur. Ça nous permet de gérer du coup le déploiement de serveur et du système d'exploitation. Donc là juste après on va pouvoir vous présenter le schéma qui nous est fourni par Microsoft. Et en fait, ça, c'est ce que propose en fait un service IaaS. En fait, c'est qu'on va déjà avoir les serveurs et le stockage, les sécurités et les pare-feux, l'abattement et l'installation. On aura tout ça. Et du coup, avec tout ça, on va pouvoir déployer nos propres serveurs, les configurer, etc. Et ensuite pouvoir utiliser toutes ces ressources-là en fait pour pouvoir répondre à une solution au sein de notre entreprise ou pour un particulier créer un nouveau projet, etc. Donc ça, c'est ce que propose IaaS. Maintenant, on va parler du PaaS, qui est une plateforme as a service. Du coup, là, en fait, c'est simple par rapport au service d'avant. En fait, on va englober en fait plus de choses. C'est là, on va gérer un peu moins de choses. On va pas gérer du coup tout ce qui est déploiement de serveurs, etc. En fait, on va juste gérer le déploiement de l'application. Donc là, vous pouvez voir sur le schéma de Microsoft, c'est que là, le PaaS englobe le IaaS et en plus de ça, ajoute les systèmes d'exploitation et les outils de développement qui nous permettent du coup de déployer, de gérer
tout ce qui est serveur, etc. Donc ensuite, la couche encore au-dessus, donc le SaaS, le deuxième, Software as a Service, qui est en fait, c'est directement une application sur Internet. Donc ça, c'est peut-être un cloud computing qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Typiquement, Office 365, pardon, c'est en fait une application web qui nous permet de réaliser beaucoup de choses, typiquement accéder à sa boîte mail ou même à son OneDrive, etc. Et en fait, c'est en fait déjà un software as a service qui nous est fourni directement sur Internet. Donc là, on va voir que ça englobe du coup les deux précédents services plus les applications et qu'en plus l'application est hébergée. Donc là, pour conclure, on va pouvoir voir ce que chacun contrôle dans chacun des services. Donc là, si on a un cloud géré totalement par nous-mêmes, c'est ce qu'on appelle un cloud on-premise. Du coup, là, on doit gérer absolument tout. On doit gérer aussi bien tout ce qui est le réseau, etc. Donc tout ce qui est baies de stockage, tout ce qui est les serveurs, la virtualisation, les systèmes d'exploitation, etc. Et du coup, si maintenant on passe sur un service IaaS, on va avoir déjà quelques notions qu'on n'aura plus à utiliser, enfin, plus à aborder, vu que le prestataire, notre fournisseur de services, nous les fournira déjà. Donc tout ce qui est serveur, stockage, réseau et virtualisation. Tout ça, on n'aura pas besoin de s'en occuper. Donc ensuite, le PaaS, il va gérer encore plus de choses. Donc c'est un service qui va nous permettre de ne pas avoir à gérer tout ce qui est système d'exploitation, tout ce qui est middleware et tout ce qui est runtime. Et ensuite, comme dernier service, donc là, on a même rien à gérer. En fait, on a directement l'application qui nous permet notre application pour répondre à notre souci, problème, projet, etc. Donc maintenant, moi, je vais vous présenter un exemple d'utilisation du cloud, notamment dans l'industrie du divertissement, car c'est une industrie qui est extrêmement diverse et où il y a beaucoup d'exemples de technologies et d'applications cloud qui montrent en fait tout le potentiel de celui-ci. Notamment, on va commencer par un domaine qui est le domaine musical et qui est l'un des premières applications du cloud à se développer dans le domaine du divertissement. Donc, les applications musicales qui utilisent le cloud, vous en utilisez probablement aujourd'hui. Et donc, on voit des exemples ici avec Spotify, les leaders, Apple Music, Amazon Music, etc., etc. Sont développés du coup, comme au début des années 2010, en fait, avec l'arrivée de la 3G. Pourquoi arriver l'arrivée de la 3G? En fait, parce que les personnes qui écoutent de la musique, enfin la plupart des gens, veulent souvent l'utiliser en écoutant dans les transports en commun, en courant en forêt, etc. Et on utilise des réseaux mobiles. Et du coup, là, comme l'avait dit Antoine, on voit bien le lien entre cloud et avancée des réseaux mobiles, où du coup, cette évolution des réseaux mobiles a permis du coup au cloud musical d'apparaître et de mener à un grand marché aujourd'hui. Un deuxième exemple du coup de cloud dans le domaine du divertissement, voilà, c'est dans le domaine cinématographique. Alors ici, le mode de consommation est extrêmement différent, puisqu'au lieu d'utiliser des connexions mobiles, les utilisateurs, du coup, les clients préfèrent cette fois-ci en général plutôt consommer les films, par exemple, souvent chez eux, que ce soit dans leur salon ou dans leur chambre, peut-être sur une tablette ou quoi. Ce qui, du coup, cette fois-ci, ne va pas demander le développement de la 3G, mais plutôt de la fibre optique. Et on voit encore une fois, du coup, le lien entre progrès des connexions Internet et cloud. Et on voit du coup ici des noms que vous connaissez sûrement, avec du coup les différents leaders du domaine du cloud cinématographique aujourd'hui, donc Netflix bien évidemment, mais également d'autres entreprises d'horizons très variés, comme du coup Amazon avec Amazon Prime Video, donc Amazon leader du cloud, Disney Plus et HBO Max qui sont quand même soutenus ou entièrement possédés par des grandes entreprises hollywoodiennes, Apple TV qui est géré par Apple, etc. etc. Il faut savoir ici, à titre d'exemple, par exemple, que du coup Netflix et Amazon Prime Video sont plutôt hébergés chez Amazon Web Services, là où HBO Max est plutôt chez Microsoft Azure. Voilà. Et finalement, un autre exemple d'utilisation du cloud dans le domaine du divertissement bien plus récente, c'est vidéoludique, et c'est encore en train de se développer.
C'est-à-dire que le jeu vidéo, encore aujourd'hui, est très divisé entre notamment du coup tout ce qui va être console, les jeux vidéo console, les jeux vidéo sur téléphone et tablette, et sur ordinateur. Pourquoi cela? Parce que ces machines sont extrêmement différentes, que ce soit en termes d'architecture, d'utilisation, de public visé, etc. Et en fait, grâce au cloud, on va pouvoir unir tous ces périphériques en faisant tourner les jeux non plus sur les périphériques en eux-mêmes, mais sur le serveur directement. Ce qui va permettre du coup de s'affranchir des limitations architecturales et de puissance, notamment par exemple pour les téléphones portables, et proposer la même expérience à tout le monde. Donc comme j'ai dit, c'est une utilisation du cloud dans le domaine des jeux vidéo qui est très récente. Pourquoi? Parce que cela demande, comme l'avait dit Antoine au début, énormément de bandes passantes, et une bande passante de très bonne qualité. Car non seulement, comme le cloud cinématographique, il faut diffuser le jeu vidéo qui est rendu sur le serveur, mais il faut en même temps prendre en compte les contrôles en temps réel de l'utilisateur. Et en fait, c'est pour ça que ça se développe maintenant, parce que grâce à la 5G, on est capable justement de faire ce rendu des jeux sur les serveurs, tout en prenant en temps réel en compte les inputs d'utilisateurs. Donc actuellement, le marché est potentiellement très lucratif, et c'est pourquoi ça qu'on voit tous les géants du cloud, Google, Amazon et Microsoft, se lancer tous les trois dans ce domaine, avec du coup Stadia pour Google, Luna pour Amazon, et évidemment sa marque Xbox pour Microsoft. Voilà, voilà. Autrement, je vais parler maintenant des systèmes d'exploitation avec une forte intégration cloud. C'est quelque chose qui est en train de se développer durant ces dernières années. C'est-à-dire que on voit le plus bel exemple avec Google Chrome OS. Donc Chrome OS, c'est un système d'exploitation basé sur Linux développé par Google qui permet du coup, qui a une forte intégration cloud. Alors, quel est l'intérêt de cela? Du coup, il y a une forte intégration avec les services de Google, donc du coup, tout ce qui est Gmail, tout ce qui est Google Drive, tout ce qui va être la suite de Google G Suite, donc pour l'équivalent d'Office de Google. Et en fait, du coup, l'ordinateur va entre guillemets délocaliser sa puissance et sa capacité de stockage de lui-même vers le cloud. Et l'intérêt, c'est que du coup, cet ordinateur peut être très peu, qui a nommé Chromebook, les ordinateurs équipés de Chrome OS sont appelés Chromebook. Les Chromebooks peuvent se permettre d'être très peu puissants sur le papier, mais grâce au cloud, de tout de même posséder un grand nombre de fonctionnalités. Et cette approche, elle marche parce qu'on voit que dans le domaine de l'éducation, notamment aux États-Unis, où ce genre d'appareil est très demandé, puisqu'ils ont réussi même à surpasser le leader historique dans ce domaine, qui est Windows. De son côté, de manière intéressante également, Microsoft est en train de répliquer avec Windows 10X, qui est un système d'exploitation concurrent de Chrome OS, qui a lui aussi une forte intégration au cloud, mais cette fois-ci avec les services Microsoft évidemment, donc Office 365, OneDrive, etc. Et qui du coup sera un concurrent de Chrome OS. Et finalement, il y a aussi une autre intégration au cloud très intéressante dans Windows 10X, dont on n'a pas encore parlé, c'est la virtualisation d'applications. C'est-à-dire que le problème de Windows 10X, c'est que vu que ce sera beaucoup plus léger que le Windows actuel, afin de fonctionner sur des ordinateurs peu puissants, et bien, du coup, certaines applications seront incompatibles. Et grâce à la virtualisation au cloud, on peut faire tourner des applications dans le cloud qui ensuite sont retransmises sur l'ordinateur du périphérique de l'utilisateur. Et voilà. Et finalement, l'étape supérieure entre guillemets de la virtualisation d'application, c'est virtualiser entièrement l'ordinateur. Ça s'appelle du coup le desktop as a service ou le bureau en tant que service en français. Et c'est ce qu'on voit ici, où en fait, tout l'ordinateur est dans le cloud et le périphérique en fait n'est plus qu'une interface vers le cloud. Et c'est quelque chose qu'on devrait également voir se développer dans les prochaines années. Ah oui, et du coup, la sécurité et la vie privée, c'est également des pans très importants du cloud. Et du coup, on va voir tout ce qui va être défense en profondeur, les attaques, les structures de la sécurité, également tout ce qui va être respect de la vie privée, cloud gouvernemental, etc., etc. Donc par rapport à la sécurité, il faut bien penser que lorsque un client va faire appel à un fournisseur cloud, il n'a plus accès physiquement à ses serveurs. Il va confier ses données presque à ce fournisseur. Et du coup, en fait, la sécurité et la confiance envers le fournisseur est un élément clé du cloud. C'est la raison pour laquelle les fournisseurs de cloud, du coup Amazon, Microsoft, Google, etc., redoublent d'efforts afin d'avoir la plus grande sécurité possible, afin d'avoir du coup la plus grande crédibilité possible en termes de sécurité dans le milieu. Ici, on voit par exemple
une architecture très commune de sécurité, qui est la défense en profondeur, où en fait on a des différentes couches. Et en sécurité, lorsqu'une couche est compromise, eh ben, elle ne va pas compromettre les couches les plus hautes. Par exemple, si jamais un attaquant, par exemple, arrive à, d'une quelconque façon, à corrompre les données d'une application, eh ben, l'application, vu que c'est une couche plus haute, ne sera pas embêtée pour autant, enfin, attaquée pour autant. Voilà. C'est tout un principe d'isolation. Voilà. Donc pour cela, les fournisseurs de cloud ont différentes tactiques et différents protocoles mis en place. Par exemple, pour tout ce qui va être réseau, on va avoir des pare-feux, des listes de contrôle, des systèmes de détection d'intrusion, etc., etc. Et également, pour se protéger, par exemple, aussi des attaques physiques, les data centers sont extrêmement protégés. Il y a des SAS, des portes blindées, de la vidéosurveillance, des gardes, etc., etc. Et en fait, c'est, comme je l'ai dit, le but d'être le plus sécurisé possible pour avoir le plus de pour avoir la plus grande crédibilité auprès des clients. Et finalement, en plus de tout ce qui va être cybersécurité contre des attaquants potentiels, il va y avoir tout ce qui va être sécurité contre des accidents ou des catastrophes naturelles. Et où du coup, là, les fournisseurs de cloud vont notamment, par exemple, essayer de construire les data centers dans les endroits les moins propices à ces catastrophes ou accidents, premièrement, mais également avoir des systèmes de détection d'incendie extrêmement avancés, où par exemple on va pouvoir détecter un incendie avant même qu'il se produise, en détectant plutôt les conditions qui pourraient en amener à un, et avoir une action préventive cette fois-ci. Ou également... voilà. Ouais. T'as fini, c'est bon Maxime? Oh oui, complètement. Très bien. Très bien. Et du coup, pour rebondir en fait sur tous ces aspects de sécurité, en fait, tous ces risques en fait qui ont des chances d'arriver ou pas, en fait, pour y répondre, la plupart, enfin même tous les fournisseurs de cloud se basent beaucoup sur la contractualisation. En effet, en fait, il y a typiquement, par exemple, le SLA, qu'on appelle Service Level Agreement, qui est en fait un contrat qui permet d'assurer en fait une qualité de service entre le fournisseur et du coup le client. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cloud, pour répondre à tout ça, fait appel à beaucoup de contrats pour pouvoir justement réagir face à ces risques et permettre de bien avoir une transparence entre le client et le fournisseur d'accès fournisseurs cloud tels que Amazon, Google, etc. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de respect de la vie privée. Donc, je vais notamment vous parler de déclaration de confidentialité, des lois RGPD, parce que notamment les données sont amenées en fait à parfois voyager entre les différents data centers situés à travers le monde. Et il existe certaines lois qui empêchent que nos données se retrouvent à des endroits où elles n'ont pas lieu d'être, à l'autre bout du monde. Donc, certaines lois sont là pour protéger de ça. Et je vais vous parler aussi des offres de conformité. Alors, pour commencer, donc, il faut savoir que les fournisseurs cloud sont soumis à certaines règles et certaines conditions. Et on va retrouver ce qu'on appelle des déclarations de confidentialité sur lesquelles on va apprendre un peu plus en fait en l'analyse de nos données. On va notamment apprendre ce que les fournisseurs récoltent comme données sur les utilisateurs, dans quel but, qu'est-ce qu'ils vont en faire après. Donc tout ça, en fait, ça va être recensé dans ces fameuses déclarations de confidentialité. Et tout simplement, une simple recherche Internet permet de trouver ce document pour chaque fournisseur et de connaître que la nature de ce qui vont être fait de nos données. Donc, il faut savoir aussi, donc, comme je vous le disais, que nos données ça peuvent se retrouver à voyager entre les différents data centers. Et par exemple, nous, dans l'Union européenne, tous les citoyens européens vont être protégés par certaines règles, notamment la loi RGPD, donc, qui consiste tout simplement à restreindre en fait, la circulation de nos données par rapport aux différents data centers. Donc, des données de citoyens européens ne pourront par exemple pas forcément sortir des data centers européens. Comme ça, ne voyageront pas jusqu'en Asie ou en Amérique pour être analysés pour
collecte d'informations, elles seront forcément en Europe. Donc déjà, c'est une certaine garantie et protection. On a énormément de certifications et de réglementation appliquées aux fournisseurs cloud. Et donc, les RGPD en est une. Faut savoir aussi que chez Microsoft, ils vont proposer une offre cloud gouvernementale. Donc, ça va être en fait une instance privée de cloud, c'est-à-dire mise à disposition d'un data center ou de plusieurs data centers, mais qui va être uniquement accessible par certaines personnes. Et dans ce cas-là, c'est uniquement le gouvernement américain. Donc forcément, qui dit gouvernement dit sécurité maximale et accès contrôlé. Et même Microsoft en fait ne peut pas en fait s'occuper de ces data centers là. C'est vraiment les personnes du gouvernement qui vont s'occuper de ces data centers là. Donc ça permet en fait d'avoir du cloud pour le gouvernement, mais en même temps d'avoir la garantie que le prestataire n'utilisera pas les données. Il existe également en Chine un concept similaire où Microsoft a mis à disposition en fait de la Chine un cloud, mais dont l'administration est uniquement gérée par une entreprise chinoise, parce que la législation fait qu'en Chine, ils ne peuvent pas, les lois sur les différentes lois empêchent en fait Microsoft de s'occuper de ça. Et c'est un moyen en fait de même proposer du cloud. Et enfin, comment ça se passe dans le reste du monde? Eh bien, tout simplement, il y a plus de 70 offres en fait, de conformité qui consistent tout simplement à appliquer des règles, des normes, des certifications sur les données des utilisateurs. Donc, dans chaque pays, on va avoir des règles associées et les data centers en fait, vont devoir appliquer ces règles-là. Et les fournisseurs cloud vont même pouvoir accompagner les entreprises qui utilisent des services cloud à mettre en place ces normes de sécurité dans leur propre espace cloud isolé. Et du coup, ça va varier en fonction des pays, des régions. Et également, une simple recherche Internet permet de retrouver en fait toutes ces offres, que ce soit en Amérique, en France, qui seront mises en place. Donc, merci à vous, les amis, pour toutes ces précisions techniques et législatives. On va maintenant faire un petit détour avec un point de vue économique sur le cloud. Donc, on va passer en revue quelques chiffres pour quand même pouvoir se représenter le poids du cloud aujourd'hui dans le monde. Donc, on l'a vu, il est assez présent dans beaucoup de domaines et à travers le monde. Donc, on va pouvoir se donner une autre dimension grâce au poids économique de ce sujet. On va passer sur quelques statistiques. On va repasser un petit peu sur les acteurs aussi qui ont été pas mal abordés par mes collègues juste avant. Je vais aussi vous présenter une étude de cas pour vous préciser un petit peu plus dans quelle situation une entreprise serait sujette à passer vers une structure basée sur le cloud. Et on terminera cette partie par quelques prévisions sur l'avenir par rapport au cloud. Donc le cloud, donc en un chiffre, le cloud public bien sûr, donc le cloud qui, on va dire, basique pour lequel des consommateurs vont payer les fournisseurs pour avoir leurs services, c'est 250 millions de dollars à travers le monde en 2019. Donc c'est une statistique qui nous est donnée par Gartner, donc Gartner qui est une entité américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées. Donc c'est une entreprise relativement sérieuse et on a beaucoup de chiffres qui pointent entre 240 et 300 milliards de dollars sur l'année 2019. Donc ce chiffre est énorme et les prévisions que vous découvrirez après montrent qu'il ne va pas s'arrêter là. Donc ce chiffre est découpé en évidemment plusieurs sous-parties donc, qui vont correspondre aux différents secteurs du cloud que vous avez découvert il y a quelques minutes maintenant. Donc on a tout en bas de l'échelle, si je puis dire, avec 32 milliards de dollars, les PaaS, donc les plateformes en tant que service. Donc, juste après ça, on a les IaaS, donc les infrastructures en tant que service, qui correspondent à plus de 40 milliards de dollars. Donc c'est pas vraiment une surprise si ces deux services se retrouvent ici, étant donné qu'ils sont quand même grandement destinés au monde professionnel. Donc le troisième secteur lui aussi, donc les BPaaS, donc des clouds qui sont vraiment exclusivement destinés
au processus métier des entreprises. Donc là, vraiment, c'est 3 grandes parties qui vraiment correspondent au marché professionnel du cloud. Et enfin, en première position, évidemment, on va retrouver le SaaS, donc le logiciel en tant que service. Donc vraiment, comme ce qu'on disait juste avant, le OneDrive, etc., les applications que tout le monde connaît, qui sont aussi utilisées par les entreprises. Donc forcément, là, c'est un secteur qui va couvrir à la fois le grand public et à la fois les entreprises, donc qui est absolument énorme, avec 100 milliards de dollars estimés. Donc, les acteurs, donc on les a vus, vous avez eu un grand aperçu des acteurs, donc on retrouve Amazon, donc dans l'ordre croissant de leur importance sur le marché. Vous retrouvez Amazon, Microsoft, Alibaba et Google et IBM, ainsi que d'autres services qui sont regroupés dans une partie qui sont de taille moindre. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en 2017, c'est Amazon qui possède, avec son service AWS, la moitié du marché du cloud, donc qui a été aussi un des pionniers en la matière et qui aujourd'hui a une position dominante sur le marché, avec Microsoft et Google qui sont, pour Google, à moins de 10%. Donc, c'est une position étonnante pour Google. Et ce qu'on remarque, c'est que dès 2018, cette position tend à changer. Amazon qui recule face à Google et Microsoft qui gagnent de 2 à 3% sur une année et les prévisions sur 2019 montrent encore un recul d'Amazon donc, par rapport aux nouvelles technologies qui sont mises en place par Microsoft et Google qui progressivement rattrapent leur retard, si je peux dire, sur Amazon. Donc là, évidemment, c'est les chiffres qui correspondent sur le graphique, le pourcentage des parts de marché sur un point de vue mondial. Donc, pour compléter cette petite analyse, je vais rajouter quelques statistiques pour vraiment que vous ayez une vision globale du marché. On a donc 70% des entreprises qui déclarent vouloir faire des investissements importants en 2018 dans le milieu du cloud. Donc, tu peux avancer les statistiques, vas-y Pierre, s'il te plaît. Et on a aussi ensuite 60% des entreprises qui vont aller jusqu'à faire appel à un prestataire, donc à une prestataire, à une autre entreprise annexe pour gérer tout simplement leur gestion du cloud, gérer les différents services cloud, etc. Donc on arrive vraiment à avoir des services finalement qui vont être dédiés au milieu du cloud. Et enfin, la dernière statistique qui est, selon moi, qui témoigne le plus de cette importance du cloud, c'est les 93% des entreprises qui utilisent même indirectement des services basés sur le cloud. Et cette statistique, on peut selon moi très bien l'appliquer aussi aux particuliers tout simplement, ne serait-ce qu'avec toutes les applications sur nos smartphones ou nos PC que l'on possède. Alors, ces statistiques qui, du coup, sont pour la plupart, ont été écrites cette année, donc pendant la période de pandémie. Donc évidemment, ces statistiques, vous vous en doutez, sont grandement influencées par la pandémie que traverse le monde en ce moment. Les entreprises forcément se font face au télétravail, donc ça demande un fort besoin en termes d'infrastructures numériques. Et le cloud offre une réponse flexible et rapide à ce besoin. Et donc évidemment, c'est pour ça que cette année marque vraiment un énorme décollage de l'intérêt qu'ont les entreprises pour le cloud. Et on retrouve cet intérêt dans ces stats. Tu peux passer, s'il te plaît. Voilà. Donc maintenant, on va compléter cette partie économique avec une petite étude de cas. Donc, jusqu'à maintenant, on vous a plus ou moins fait l'éloge du cloud. Donc, on a envie de se dire, mais pourquoi toutes les entreprises ne passent pas sur du cloud? Pourquoi aujourd'hui, on ne base pas absolument tout sur le cloud? Eh bien, il y a de nombreux avantages pour le cloud, c'est vrai, on va le voir encore un petit peu plus en détail après, mais il y a beaucoup de questions à se poser. Vas-y Pierre, tu peux afficher ces questions. Donc, il faut, même si les avantages sont nombreux, il faut quand même se poser quelques questions. Si on souhaite passer sur du cloud, donc pour en citer que quelques-unes, comment les besoins de l'entreprise vont-ils évoluer? Quelle technologie on cherche à développer? Le public qu'on va viser? Le niveau de disponibilité qu'on cherche à atteindre? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser pour être vraiment sûr que le cloud est la chaussure que l'on cherche à notre pied, si j'ai envie de dire. Vraiment, c'est une solution idéale pour nous. Alors pourquoi Pierre, je t'invite à passer ton diapo rapidement. Donc là, pour appuyer du coup avant de montrer les conclusions, pour appuyer juste le choix donc on-premise, donc c'est vraiment l'architecture classique, entre guillemets, c'est l'architecture que l'entreprise va avoir en local sans passer par le cloud. Donc à première vue, on peut avoir l'impression qu'une architecture on-premise est moins chère qu'un cloud, tout simplement parce que les licences coûtent moins cher
que l'abonnement à des services cloud. Mais quand on analyse la situation, on se rend compte qu'une architecture on-premise a énormément de coûts secondaires qui ne sont pas visibles au premier abord, tels que l'hardware, le personnel, les formations, la maintenance, l'évolutivité des services. Tous ces points sont compris dans votre abonnement cloud. Le cloud, la seule, entre guillemets, supplément caché serait la formation de vos employés, de vos collaborateurs pour utiliser le cloud. Donc là encore, même d'un point de vue économique, le cloud semble être une solution idéale, j'ai envie de dire. Et pourtant, donc Pierre, je t'invite à avancer. Et pourtant, donc, en plus de toutes les questions qu'il faut se poser juste avant pour voir si le cloud va vraiment apporter quelque chose, parce que si on a une architecture, enfin si on a une infrastructure qui n'est pas ultra développée, le cloud n'est pas forcément une solution idéale, parce que migrer d'un on-premise vers du cloud, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est une opération très coûteuse en prix. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, donc sans rentrer dans les détails, c'est un graphique qui décrit les coûts à investir chaque trimestre pour passer d'une architecture on-premise vers du cloud. Donc, c'est dans l'exemple d'une entreprise particulière. Mais ce qu'on remarque, c'est que du début de la migration jusqu'à la migration complète et avec la coupure des serveurs pour vraiment passer totalement sur du cloud, c'est des dépenses qui sont monstrueuses chaque trimestre pour pouvoir progressivement déplacer ces services sur du cloud. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte du point de vue d'une entreprise au moment de passer sur du cloud. Donc, voilà, quelque chose à préciser. Donc pour finir cette partie, je vais vous énoncer juste quelques prévisions pour vous donner un petit peu l'avenir entre guillemets auquel le cloud est destiné. Donc on l'a vu avec la période de la pandémie actuelle, forcément le cloud est une solution qui est quand même privilégiée et qui est même populaire, on peut le dire en ce moment. Et si on regarde un peu plus vers l'avenir, on a par exemple des statistiques qui nous sont données par Forrester et qui nous indique un poids du marché estimé pour 2020, donc pour cette année-ci, donc cette statistique devrait bientôt tomber entre nos mains, qui estime le poids à 300 milliards de dollars. Donc on a une augmentation de presque 50 milliards de dollars en un an, c'est absolument énorme. Tu peux avancer, Pierre, sur d'autres statistiques. On a ensuite un grand développement de l'utilisation des IaaS, donc, qui marque vraiment l'engagement des entreprises pour utiliser des solutions cloud. On prévoit une augmentation de 25% du marché des IaaS, donc vraiment une grande progression pour le cloud purement professionnel. Et enfin, on a vraiment une transition qui est en train de s'opérer dans le milieu digital, dans le milieu du numérique. C'est vraiment la génération de ce qu'on appelle le serverless, où tout Internet et la plupart des technologies sont en train de se diriger vers des solutions plus ou moins cloud et avec une structure qui n'est plus vraiment traditionnelle. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment plus l'infrastructure liée au logiciel. On a vraiment le logiciel qui commence à être unique, ne plus avoir d'état et qui est placé dans le cloud en fait qui fonctionne de manière flexible. Et c'est quelque chose qui commence à se généraliser énormément. Moi, de mon point de vue de développeur, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le milieu du web, par exemple. Et c'est vraiment le cloud, c'est vraiment un concept qui va devenir vraiment révolutionnaire, en tout cas qui va marquer son époque dans la décennie qui suit. Maintenant, je vais laisser Pierre compléter cette présentation avec la société. Donc du coup, voilà, comme Antoine l'a dit, je vais vous parler maintenant de la société. Donc, notamment sur 3 grands points, l'accessibilité, la collaboration et l'emploi. Donc on va commencer tout simplement par l'accessibilité. Donc voilà, l'objectif du cloud aujourd'hui, c'est vraiment de rendre le cloud accessible à un maximum de publics, donc que ce soit tout simplement les particuliers ou les professionnels. Donc ils vont vraiment essayer de toucher tout le monde, mais on parle aussi de périphériques. Alors périphériques, pourquoi? Tout simplement, tous nos appareils doivent nous permettre d'accéder en fait aux fonctionnalités du cloud, donc que ce soit nos smartphones, nos ordinateurs portables, nos ordinateurs fixes, notre télé, notre tablette, notre montre connectée. Voilà, le cloud va vraiment essayer de donner accès à toutes les fonctionnalités sur un maximum de périphériques. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'accessibilité. On va également parler donc de collaboration.
Alors tout simplement, comme le disait Antoine, on a pu voir cette année avec la pandémie que le télétravail a été fortement développé. Donc il a fallu trouver des solutions rapides pour pouvoir continuer à faire son activité et continuer à travailler. Donc les fournisseurs de cloud avaient déjà en fait des solutions qui allaient répondre à ces besoins. Et c'est pourquoi cette année, une forte augmentation au niveau des services cloud s'est fait ressentir. Parce que des outils tels que Zoom, Teams, Slack et bien d'autres, pour tout ce qui est communication, ont vu leur augmentation bien augmenter. Pour ce qui est de la visioconférence, pour pouvoir continuer à faire ces petites réunions matinales, tout ce qui est communication instantanée, pour tout ce qui est partage de fichiers, travail sur des documents en collaboration. Voilà, donc on est parti vraiment sur une démarche collaborative et favoriser en fait le travail en équipe grâce aux nouveaux outils ou aux outils existants présents sous format cloud. Et donc pour finir cette partie, on va faire un petit tour côté emploi. Donc on va regarder un petit peu comment s'est développé le cloud sur ces dernières années au niveau de l'emploi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, le cloud, c'est un domaine en pleine expansion et c'est vraiment un domaine d'avenir. Il y a eu énormément d'offres et de demandes qui sont fait ressentir en forte croissance. Donc ce que je vous ai préparé, c'est deux petits graphiques qui présentent en fait d'un côté les recherches faites sur les géants du cloud, donc Amazon, Google et Microsoft, et de l'autre côté les offres. Donc si on regarde côté des recherches, on peut voir que l'étude qui commence en 2015, par rapport de 2015 à 2016, on peut voir qu'il y a eu une augmentation de quelques pourcentages. Donc 118% par exemple pour Amazon, 112% pour Google et 45% pour Azure. On peut voir que l'année d'après, donc entre 2016 et 2017, il y a eu une augmentation par exemple de 190% pour Google Cloud, ce qui n'est pas moindre. Une légère baisse côté Amazon pour l'année 2018. Mais comme c'est des stats qui prend par rapport à l'année d'avant, on voit quand même que bien qu'il y ait une légère baisse dans les recherches, on peut voir que ça continue quand même d'augmenter. Et du côté des offres, c'est un peu le même cas. Donc, je rappelle pour les trois géants du cloud, on peut voir en fait que les différents fournisseurs n'ont fait que de proposer des offres. On peut voir également qu'en fonction des années, ça a diminué un petit peu par rapport à l'année précédente. Mais on attend là avec impatience les chiffres de 2020 pour voir que du coup, avec la crise sanitaire, c'est reparti sûrement de plus belle. Et deuxième stat intéressante, donc du coup là, ça concerne les compétences recherchées donc pour les offres de cloud. Donc on va attendre notamment des candidats des compétences particulières. Donc on peut voir que chez Amazon, ça va être tout simplement des compétences par rapport à la plateforme elle-même. Chez Microsoft, c'est pareil. Par contre, un fait intéressant, chez Google Cloud, on voit que la première compétence recherchée, c'est quand même Amazon. Donc pourquoi ? Parce que c'est bien de connaître un petit peu ce qui se passe chez les autres pour pouvoir faire la même chose. Donc c'est pourquoi on voit chez Google que les trois compétences principales recherchées, c'est les trois fournisseurs de cloud, hein, tout simplement pour voir ce qui se fait chez les autres pour améliorer ses services. Donc on peut voir notamment que Amazon, la compétence Amazon est recherchée est dans le top 2 des compétences des trois fournisseurs cloud. Azure dans le top 3, et on voit ensuite que le Python et le Java sont pas mal recherchés donc, en deuxième compétence, on va dire, pour tout ce qui va être développement de services et automatisation de scripts notamment. Et donc, pour finir cette conférence, moi, je vais vous parler de l'aspect environnemental du cloud, avec la consommation électrique que le cloud engendre, et des initiatives environnementales qui sont prises pour améliorer la situation actuelle. Donc au début, il faut savoir que le cloud, qui est devenu du coup très très grand, a beaucoup changé la consommation électrique en fait du domaine du numérique. On le voit ici, la part des data centers et des réseaux a beaucoup augmenté de 2012 à 2017 dans la consommation électrique. Il
faut savoir que individuellement, chacune de ces deux parties, en 2018, c'était 200 TWh dans le monde en un an, ce qui est l'équivalent à 1% chacun de la production électrique mondiale, ce qui est du coup pas négligeable. Donc à chaque fois, des améliorations sont faites dans ces domaines, que ce soit en optimisation de matériel ou des réseaux, par exemple la 5G, on va dire consomme moins d'électricité que la 4G ou quoi. Mais avec le cloud qui continue de grandir, on peut s'attendre à ce que la consommation électrique du cloud continue d'augmenter dans les prochaines années. Voilà. Donc face à ce problème, il y a également du coup des initiatives qui sont prises pour limiter justement cet impact, avec du coup ce qu'on appelle les data centers verts, qui sont des data centers du coup qui vont d'utiliser par exemple des sources d'énergie renouvelables ou décarbonées. Mais il y a également des initiatives dont je vais vous présenter deux ici, qui sont plus innovantes, comme la première avec l'image de gauche. L'image de gauche, c'est un bâtiment, c'est une ancienne église qui habite les serveurs de Internet Archive, qui est un projet américain qui a pour but d'archiver Internet, comme ils le disent dans leur nom. Et en fait, on voit ici qu'ils utilisent la chaleur générée par les serveurs pour chauffer le bâtiment. Et cette utilisation de la chaleur résiduelle est d'ailleurs quelque chose d'assez commun, où on voit souvent des data centers qui vont par exemple être utilisés pour réchauffer des piscines municipales. C'est un cas très commun ou quoi. Et encore plus innovant, c'est l'image de droite, où c'est un data center de Microsoft qui lui va être plongé dans l'eau. Et pourquoi? Parce qu'il faut savoir que cette consommation électrique des data centers, il y a une grande partie, jusqu'à 40%, qui va pour refroidir le data center. Parce que du coup, tout ce matériel électronique, va générer beaucoup de chaleur. Et en fait, en mettant ce data center dans l'eau, grâce à la température du coup, des fonds marins et les courants marins également, Microsoft voulait que la chaleur s'évacue d'elle-même. C'est une expérience qui a très bien marché parce que ce data center est resté plusieurs années sous l'eau en Écosse et parfaitement fonctionné. Et du coup, des prochaines phases de ce projet sont prévues à l'avenir pour faire évoluer encore l'expérience vers quelque chose d'encore plus grand. Voilà, voilà. Donc du coup, nous espérons que vous avez bien compris le cloud. On a vraiment voulu vous présenter différents aspects, que ce soit des définitions, du coup tout ce qui est type de cloud, qu'est-ce qu'on peut en faire, quelles sont les différentes variantes de cloud, donc avec des exemples, l'impact que ça a dans le monde d'aujourd'hui, avec les différents aspects. On espère vraiment que vous avez appris dans cette conférence et que peut-être ça va vous donner envie de vous lancer dans le cloud également. Et du coup, si vous avez des questions, nous sommes prêts à y répondre en live maintenant. Merci de votre écoute. Merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci à vous.